cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Un salut particulier à, on va dire, mon ami, mon complice, Jean-Pierre Germain. Ah, c'est moi, ça? Bah oui, bien sûr. Bonjour, Julien, bonjour. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, et toi? Je suis super content de te retrouver. On t'a pas vu depuis 4 ans et demi, bientôt, là. C'était juste un mois, mais c'est vrai que je comprends qu'un mois d'absence, ça fasse beaucoup pour vous. Alors, normalement, c'est le premier vendredi du mois, toi. Oui, mais malheureusement, j'ai dû assister à une réunion. Une grande fête où t'as pas pu te lever le lendemain? Même pas. Une réunion professionnelle que je n'ai pas pu. Bien sûr. En tout cas, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé, Jean-Pierre. Donc, en ce vendredi de 13h à 14h, et je crois que tu as un invité prestigieux aujourd'hui. Ah, un invité de marque. De marque. Même s'il ne s'appelle pas Marc. Il ne s'appelle pas Marc. Non, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Jacques Viou, donc vice-président des Amis du Vieux-Chambéry depuis 2012. Et vous m'aviez dit d'ailleurs, avant que l'émission commence, que vous étiez adhérent depuis 1964, donc ça fait 60 ans, c'est un peu un jubilé. Oui, monsieur, tout à fait, c'est un jubilé. Pour nous parler de l'association et bien sûr de l'histoire de Chambéry, puisque c'est l'association des Amis du Vieux-Chambéry, puisque cette année est particulièrement riche, puisque nous sommes en année, on va dire, commémorative des événements qui ont touché notre capitale des Ducs de Savoie. Il y a 80 ans tout juste. Il y a 80 ans tout juste, avec notamment un célèbre événement malheureux, puisque il s'agit du bombardement de Chambéry du 26 mai 1944, donc nous allons en parler, et d'autres événements de l'association. Et ça va être l'objet de notre heure qui arrive. Donc merci Jacques pour votre présence. Bonjour à vous. Merci d'avoir pu aussi accepter le décalage un peu à la dernière minute. D'être là avec vous. Et puis nous avons une actualité qui est très dense, puisque nous allons en parler. Et donc, je suis très heureux d'accueillir pour la première fois Jacques, qui d'ailleurs était venu à Challes-les-Eaux, c'était le 31 mai 2023, pour l'assemblée constitutive de l'association que j'ai le plaisir de présider, qui s'appelle l'Histoire des Pays de Savoie à Challes-les-Eaux. Alors, si tu me permets juste un petit aparté avant qu'on parle de l'histoire de la Savoie, puisqu'on est dans une émission historique, il y a 80 ans, jour pour jour, le 14 juin 1944, le général de Gaulle posait pour la première fois le pied sur le sol de la métropole, à Courseulles-sur-Mer. Donc voilà, il fermait un petit peu ses 4 ans d'exil et de combat, puisqu'il était parti le 17 juin 1940, donc tu vois, quelques jours après, et quand il a posé les pieds, un soldat lui a dit vous savez qu'il y a juste 4 ans, jour pour jour, les Allemands entraient dans Paris. Il a répondu ils ont eu bien tort. Voilà. Merci pour l'anecdote. Il y a 80 ans aujourd'hui, le 14 juin 44, et là on va parler d'événements de 44 aussi. C'est ça. Mais chez nous. Donc Jacques, est-ce que vous pouvez nous présenter les Amis du Vieux-Chambéry, parce que c'est vrai que c'est une association que beaucoup d'habitants de l'agglomération connaissent, au moins de nom, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ses buts, son origine et l'histoire des Amis du Vieux-Chambéry? Voilà, alors nous sommes en 1933, et à ce moment-là, il y a un projet de lotir le vallon des Charmettes. Et à cette époque, le conservateur des Charmettes s'appelle Mars Valette. Alors, les Savoyards le connaissent bien parce que c'est un grand artiste qui a sculpté la statue de Jean-Jacques Rousseau à Chambéry, le buste de la reine Victoria à Aix-les-Bains, la Martine à Châtillon. Donc, Mars Valette est très connu, mais il est aussi conservateur. Et il veut absolument faire classer le vallon des Charmettes, qui n'avait pas bougé dans son cadre depuis le XVIIIe siècle, et empêcher qu'il soit loti. Et pour cela, naturellement, il lui faut une association pour le seconder. Il va fonder l'association des Amis du Vieux-Chambéry. Il réussit son coup, car effectivement, il arrive à faire classer le vallon des Charmettes. Et aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir avoir ce vallon tel que l'a connu Jean-Jacques Rousseau. Alors, pourquoi je me permets, on va faire un dialogue, y a pas de problème. On va faire un petit peu un trio, là. Pourquoi le vieux Chambéry? C'était uniquement les amis du vieux Chambéry, les quartiers autour, les faubourgs n'intéressaient pas les historiens. C'était la dénomination que toutes les villes de France ont pris à cette époque. Vous aviez les amis du vieux Grenoble, les amis du vieil Annecy, les amis du vieux Lyon. C'était les quartiers anciens. Voilà, c'était la sauvegarde des quartiers anciens. Alors, je
on nous le reproche un petit peu, on nous a dit, vous savez, ça fait un peu désuet, souvent on nous appelle les vieux amis Chambéry. Bon, alors naturellement, ça fait un peu désuet, mais enfin, c'était l'appellation de l'époque dans toutes les villes de France, on trouvait ça. Donc, nous sommes en 1933, ça s'était appelé les amis du vieux Chambéry. Mais on a pu le voir, après, on s'est bien étendu, plus qu'en dehors de Chambéry. Une association donc bientôt centenaire. Bientôt centenaire, 91 ans, bien sûr. Donc il va falloir qu'ils sortent bien. Bien sûr. Combien d'adhérents actuellement alors on a eu des périodes fastes avec 1200 adhérents. On était la première association de sauvegarde dans le Sud-Est, mais non, on tourne environ à 700 adhérents, maintenant il y a beaucoup plus d'associations qu'à l'époque. Issus principalement du bassin chambérien. Alors issus du bassin chambérien, et puis un petit peu alentour, et puis même des gens en dehors de France. Mais enfin, normalement, le bassin chambérien, bien sûr. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va revenir plus en détail sur le projet actuel, donc les abris antiaériens. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quel projet l'association a mené et dans le but de la conservation du patrimoine et dans le cadre de la connaissance de l'histoire locale? Tout à fait. Alors le but un petit peu du vieux Chambéry, c'est aussi de la sauvegarde et s'engager dans de grands combats. Alors d'abord, 1937, il y a l'exposition internationale à Paris et la maison Paccard présente à Paris un carillon. Et qu'en va-t-on faire du fameux carillon en 1937 après l'exposition? La maison Paccard, c'est la maison qui est basée en Haute-Savoie, qui fait les cloches. Tout à fait, qui fait les cloches du monde entier. Naturellement, le monde entier connaît les cloches Paccard. Et à ce moment-là, les amis du vieux Chambéry, avec d'autres associations, décident qu'il faut racheter ce carillon qu'on installait à la Sainte-Chapelle, dans la Tour Yolande. C'est le premier combat des amis du vieux Chambéry. Va arriver ensuite, bien sûr, d'autres périodes, surtout après la guerre, c'est la reconstruction. Le sommet de la rue de Boigne a été démoli au bombardement. Est-ce qu'on va reconstruire la rue de Boigne avec des bâtiments modernes ou est-ce qu'on la reconstruit à l'identique? Grand dilemme, les amis du vieux Chambéry voudraient qu'on reconstruise la rue de Boigne comme elle était. Alors il y aura un compromis, elle sera reconstruite à peu près, mais avec un petit décalage. Là, c'est déjà un premier combat, et puis après arrivent les grands combats des années 70. Vous savez qu'à Chambéry, on possède la seule caserne napoléonienne qui reste en France, la caserne Curial. Et dans les années 75, on est à deux doigts de démolir la caserne Curial. Alors naturellement, là, il faut rassembler les troupes. Il y a différentes associations, même le souvenir napoléonien vient. Le prince Napoléon était venu à Chambéry et on arrive à sauver Curial et à en faire naturellement ce centre que l'on connaît bien aujourd'hui. À l'époque, en 1975, Curial était le siège du 13e BCA ou pas encore? Alors les militaires étaient là jusqu'en 1978. D'accord. Après, les chasseurs sont partis du centre-ville, ils sont allés à Barbie. Barbie et un peu sur Challes-les-Eaux. Et un peu sur... voilà, c'est très bien de c'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. Bon, alors naturellement, qu'est-ce qu'on allait faire de cette caserne? Faut bien le dire, on était à deux doigts de la démolir. C'était vraiment là un grand combat. Et puis le deuxième grand combat, la piétonisation du centre-ville. Et croyez-moi qu'en 1975, c'était pas une partie gagnée. Je me souviens encore des réunions à l'hôtel de ville où les commerçants étaient vent debout contre la piétonisation. On nous disait, vous serez responsable de notre faillite à l'époque. Et puis la piétonisation, on voit aujourd'hui. Imaginez qu'en 1975, double circulation sur la place Allégée, du stationnement, la rue Croix d'Or toute étroite, il y avait des camions qui passaient. Bon, et puis c'est comme dans toutes les villes de France, on a commencé à piétoniser, et maintenant, si demain matin on remettait la circulation au milieu de la place Allégée, qu'est-ce qu'on entendrait? C'est vrai. Tout à fait. Et c'est intéressant cette histoire de Curial, parce que c'est un lieu qui est très connu, notamment des jeunes chambériens, parce que c'est un lieu de vie, on va dire, de soirée, de vie nocturne. Et alors moi qui n'ai pas connu 1975, parce que je suis né bien après. Bah oui, je suis tout jeune. Moi. Je suis tout jeune. J'imagine mal de voir Chambéry sans cette caserne Curial, qui est quand même un emblème historique important, et puis du nom de Curial, qui est aussi le local d'Empire de l'époque. Qui a son nom sous l'Arc de Triomphe. Oui, tout à fait. C'est quand même quelque chose, Curial.
Et dans les projets que vous menez actuellement, parce que je sais également, Jacques, que vous êtes conférencier et que notamment vous faites des conférences sur la princesse Aga Khan. Aga Khan. Oui, ça, la princesse Aga Khan depuis 1999. Vous savez, c'est quelque chose qui a marqué énormément l'histoire de Chambéry et surtout l'histoire d'Aix-les-Bains. On était à Aix-les-Bains. Il y a encore peu de temps, j'étais là au Palais des Congrès pour faire cette conférence. C'était passionnant. J'y étais, je sais. C'était passionnant. Alors, on sort un peu du cadre, mais si on peut prendre 5 minutes pour parler d'Aga Khan, parce que c'est vrai que c'est un personnage incroyable. Incroyable, surtout à Aix-les-Bains. Et puis l'histoire, elle est incroyable. Hein. Nous sommes donc en 1928. Cette jeune femme qui s'appelait André Caron, qui était de Chambéry. Son père était le directeur de l'Hôtel des Princes. Elle n'a jamais été une petite chocolatière comme l'a raconté la légende, naturellement. Elle est partie à Paris avec sa sœur. Elle monte une boutique de mode. Un jour, on lui présente un homme qui avait déjà une 50aine d'années, mais qui était prestigieux, car ne l'oublions pas, l'Aga Khan, descendant direct de Mahomet et des princes Kadjar, qui ont régné sur la Perse. Hein. Un des hommes les plus riches du monde. Exactement, elle a une 30aine d'années, on lui présente cet homme. Bon, faut pas oublier non plus qu'à l'époque, c'était l'homme le plus riche du monde. Ça arrange aussi pas mal de choses. Ça peut aider. Alors, quelques hésitations au début, et puis et naturellement, c'est le 7 décembre 1929 à Aix-les-Bains qu'a lieu le fameux mariage. Le monde entier va se déplacer pour le mariage à Aix-les-Bains. 4 avions sont affrétés, on vient d'Amérique, on vient d'Angleterre, on vient de partout pour assister à ce fameux mariage. Alors, ça a été cette petite femme de Chambéry, qui était petite femme, mais très belle femme, un destin extraordinaire. Elle va devenir la Begum, elle va devenir la princesse André Aga Khan, et ça jusqu'en 1943, au moment de leur séparation. Elle a eu le temps quand même, bien sûr, de lui donner un fils, le prince Sadruddin, que nous avons bien connu. Et en 1999, on a eu le plaisir à Chambéry d'organiser un hommage à la princesse Aga Khan. Et à ce moment-là, le prince nous a fait un don qui était très cher à son cœur. Il a fait don à Chambéry par testament de la totalité des photos, des archives de la maison Aga Khan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut présenter ces archives familiales. Et vous nous aviez dit même que l'Aga Khan voulait faire une maison à Chester et qu'il y avait des moustiques. L'histoire de la maison au Vivier. Voilà, tout à fait, Vivier. L'Aga Khan est venu à Aix-les-Bains depuis 1898. Bien sûr. Tous les étés, ils étaient là, ils venaient passer en villégiature, il adorait la Savoie, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a voulu se marier ici, et il avait l'intention, au Vivier du Lac, là-bas, au bout du lac, vers la maison des pêcheurs, de se faire construire une maison. Alors on lui avait trouvé un terrain, ce jour-là il faisait très chaud, et l'Aga Khan vient voir le terrain, malheureusement à l'époque, on ne démoustiquait pas. L'Aga Khan est piqué de tous les côtés par les moustiques et il se jure que jamais il fera construire une maison à cet endroit. Il avait été boulotté par les moustiques au moment de la visite. Alors, voilà un peu l'histoire, la petite anecdote sur la construction de la maison. Et pour venir à Chambéry, il m'avait expliqué qu'il allait avoir une plaque, c'est ça ? Alors d'abord, vous savez, en 1999, avant qu'il décède, on avait promis à son fils, au prince Sadruddin, qu'un jour il y aurait à Chambéry quelque chose qui rappelle sa mère. Vous savez qu'entre le prince et sa mère, c'était fusionnaire. Elle a eu que cet enfant. Après, elle a divorcé. Et ce fils a été très très proche de sa mère. Et le prince était très ému de savoir qu'un jour il y aurait quelque chose qui rappellerait sa mère. Alors à l'époque, on va pas revenir sur des petites dissensions, mais à l'époque on avait fait cette demande, elle n'avait pas été acceptée. 26 ans sont passés, et là, la municipalité a décidé que pour les journées du patrimoine, à l'emplacement où elle est née, donc sur les boulevards, à l'angle des boulevards et de la rue Villemonnet, il y aura une plaque qui rappellera qu'ici, la princesse Aga Khan est née. Voilà. Bravo. C'est une très belle chose que cette plaque soit posée. Merci. Julien, première pause musicale. Déjà ? Bah oui, mais ça passe très vite. Je t'ai prévenu, ça passe très vite. C'est passionnant avec notre vice-président des Amis du Vieux Chambéry. Est-ce que je tease un peu la deuxième partie pour mais bien sûr, pour nous donner envie d'être encore là. Bien sûr, parce qu'après la deuxième partie, donc nous allons parler d'un projet qui vous est cher, ça a été la réhabilitation des abris antiaériens. C'est vraiment la réouverture, et c'est vraiment d'actualité. Nous allons en parler parce que moi j'ai appris plein de choses et on va pouvoir le partager avec. Tu en apprends encore, toi ? Bien sûr. Mais c'est incroyable ça. Et donc pause musicale et on revient dans quelques petites minutes, toujours en direct sur le 92.1 radiograndlac.com. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1.
Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Rebonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Rebonjour Julien. Rebonjour Jean-Pierre. Rebonjour Jacques. Donc dans cette deuxième partie, après avoir parlé un peu beaucoup de l'association Les Amis du Vieux de Chambéry et un peu de la princesse Aga Khan, nous allons revenir sur Chambéry, un projet chambéro-chambérien. Je vois que tu me fais signe. Oui, mais avant, tu oublies quelque chose, Julien. Tu aurais quand même pu embrasser Marion qui nous écoute. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je voulais le faire à la fin de l'émission. Je m'en suis bien rattrapé là. Tu t'en tires pas mal. Ouais, je m'en tire pas mal. Pour parler donc d'un malheureux épisode, comment dire, pas malheureux, non, c'est la troisième partie. Pour vous parler plutôt de cette partie-là, des abris anti-aériens de Chambéry qui ont été rénovés, ouverts au public. Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'où vient ce projet et quelle est l'histoire de ces fameux abris anti-aériens? Parce que c'est vrai que nous passons parfois devant, notamment au Clos Savoiroux. J'ai l'occasion d'y aller de temps en temps. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces fameuses portes? Alors donc, l'histoire des abris de Chambéry, c'est une longue histoire qui commence avant la guerre, en 1938, lorsque le gouvernement envoie à tous les maires de France une note secrète leur demandant la construction d'abris dans l'éventualité d'un conflit. À l'époque, aucun ne répond à cet appel, excepté un seul, c'est le maire de Chambéry, qui s'appelle Albert Périol. Alors, naturellement, pourquoi Albert Périol veut absolument faire construire des abris à Chambéry? Vous le savez tous, Chambéry est construit sur l'eau, Chambéry est construit sur un marécage, et dans tout le centre-ville, notamment dans le vieux Chambéry, vous n'avez aucune cave souterraine qui puisse être étayée pour servir d'abri. Donc Chambéry a une position particulière, il faut construire des abris. Fin 1938, on réunit le conseil municipal, on décide de la construction qui va commencer avant la guerre, c'est-à-dire qu'en février 1939, on commence à construire sur la colline de Bellevue l'abri le plus grand, 500 mètres de long, capacité 3000 personnes. Et incroyable. C'est quelque chose d'important pour une ville qui à l'époque faisait entre 25 000 et 30 000 habitants. Donc le 1er septembre 1939, à la déclaration de guerre, l'abri est déjà opérationnel. Alors Chambéry a deux grandes collines, la colline de Bellevue et la colline de Léman. Et après Bellevue, on s'attaque à Léman. Alors Léman, c'est du calcaire, c'est du rocher. Donc à coup de dynamite, on va construire un abri sous le monument aux morts. Pour ceux qui connaissent le Clos Savoiroux, où il y a le monument aux morts, un abri de 200 mètres de long, capacité 1500 personnes. Et juste un petit peu plus bas, ce fameux abri que nous avons inauguré le 24 mai dernier, l'abri de Neuzin que la ville de Chambéry sur notre demande, a bien voulu réhabiliter et qui maintenant va être ouvert à la visite. Les travaux de mise en place de ces abris en 1939-1940 donc ont été financés par l'État, c'est ça? C'était l'État. Alors, l'État finançait en grande partie ces abris. C'était la défense passive. Il ne faut pas l'oublier. On incitait toutes les villes de France à faire construire des abris. Alors, naturellement, dès la déclaration de guerre, c'était un peu le roche partout. Mais Chambéry avait déjà un petit peu prévu ce qui allait arriver. Et on avait déjà, les constructions avaient déjà commencé. Et parlez-nous un peu de ce projet de réouverture des abris, de rénovation, on va dire de visite gratuite également que vous proposez avec l'association. D'où ça vient et pourquoi et aussi quelle a été cette aventure? Alors, l'aventure pour les Amis du Vieux Chambéry, elle commence en 1969. À ce moment-là, vous avez un grand photographe chambérien, Paul Pouyen, qui fait don à la Société des Amis du Vieux Chambéry de toutes les archives sur le bombardement. À ce moment-là, nous sommes dit, il faut que, naturellement, ces documents soient mis à la disposition du public. On a organisé des expositions, on a organisé des conférences, et arrive 1994, c'est le 50e anniversaire du bombardement. À ce moment-là, on demande à la ville de Chambéry de réouvrir l'abri de Bellevue. On fait une grande exposition qui a duré 5 semaines, plus de 10 000 personnes. Et devant l'engouement, je dis bien l'engouement des gens pour ces abris, on s'est dit, après Bellevue, il faut ouvrir un autre abri. Et on attend le 60e anniversaire, 2004, et on ouvre à ce moment-là l'abri du Clos Savoiroux. Pareil engouement, les gens ont une grande demande, et cette année, on est au 80e anniversaire. Il restait cet abri qui n'avait pas été ouvert depuis 80 ans. À ce moment-là,
on fait la demande à la ville de Chambéry, qui, elle, quand même, a mis un certain financement, car vous savez que les normes, aujourd'hui, sont très strictes. On ne peut plus faire les visites que l'on faisait précédemment. Donc, cet abri a été électrifié, on l'a désamianté, et maintenant, il va être ouvert à la visite. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer où se trouvent les entrées de ces abris? Alors, parce que vous m'aviez expliqué avant l'émission qu'il y avait une entrée par une sortie. C'est assez original. Donc, si vous pouvez nous expliquer un peu où se situent les entrées de ces abris. Est-ce qu'ils sont tous ouverts au public? Parce que vous m'aviez dit qu'il y en avait un, vous allez nous en parler, qui était utilisé par un commerçant un marchand de Chambéry. Voilà. Donc, si vous pouvez nous en parler pour bien visualiser pour les personnes qui veulent faire les visites, où se situent les entrées. Moi, personnellement, je vois très bien l'entrée du Clos Savoie Roux, puisque il me semble que pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait une photographie de Chambéry à l'époque, du bombardement. Ouais. Alors, vous avez l'abri de Bellevue, donc, qui est utilisé maintenant par un marchand de fromage, donc le plus grand, 4 entrées à Bellevue. Vous avez une entrée qui est boulevard de Bellevue, une entrée dans la cour de l'école CAF, une entrée rue d'Aquin, une entrée rue Faudéré. Ces entrées-là, elles sont bouchées. Donc, il n'y a que l'entrée pour le marchand de fromage, boulevard de Bellevue. Il utilise environ 200 mètres de galerie. Est-ce qu'on peut, en visitant les galeries, est-ce qu'on peut prendre un peu de fromage aussi en passant? Malheureusement, vous devez bien le comprendre, on ne peut pas faire visiter, amener du public au milieu du fromage. Il est très gentil, le monsieur, il nous l'ouvre lorsqu'on a des émissions de télévision ou de radio, il l'ouvre très gentiment, mais là, pour des raisons d'hygiène, on ne peut pas. Par contre, vous avez les abris donc du Clos Savoie Roux, 2 entrées, une entrée sous le monument aux morts, côté le pont des Amours, et l'autre entrée se trouve dans la cour du collège du Rocher. Donc vous débarquez dans une cour d'école, ce qui a 2 entrées. Pour l'abri de Neuzin, il y avait aussi plusieurs entrées, mais l'entrée principale se trouvait avenue des Ducs de Savoie, où il y avait avant le restaurant Zen. Maintenant, c'est l'agence Citia qui se trouve là. Vous avez encore un très grand poche, c'était l'entrée. Mais naturellement, c'est un bureau, maintenant, ça a été bouché. Donc, on rentre maintenant par une seule entrée, si vous voulez. C'est sous le pont des Amours, Faubourg-Neuzin, où il y a donc cette entrée de l'abri qui vient d'être réhabilitée. Et pour la réouverture, vous avez organisé donc un événement particulier, si vous pouvez nous en parler. Et puis également nous donner les modalités pour les Chambériens ou les Savoyards qui veulent participer à cette visite un peu inédite, parce que vous m'expliquez qu'il n'y a qu'à Chambéry qu'il y a des abris anti-aériens de cette ampleur en pays de Savoie, parce que vous m'expliquez qu'en Haute-Savoie, à Annecy, il n'y avait pas d'abri anti-aérien. Il y en avait, mais certainement pas de cette dimension. Pas de cette dimension, tout à fait. Alors, donc, pour Chambéry, cet abri a eu l'inauguration officielle, puisqu'il faut toujours faire des inaugurations officielles. Et c'était le 24 mai, non pas le 26. Cette année, le 26 tombait un dimanche. Donc, pour des raisons de commodité, le 24 mai, inauguration officielle par le maire de Chambéry. Et là, vous connaissez maintenant que maintenant, c'est très strict au niveau. Bien sûr. Alors, donc, tant qu'on n'a pas, le SDIS doit passer pour nous donner l'autorisation. Et on pense que début juillet, on pourra organiser les visites. Alors, ces visites seront assurées d'une part par l'Office du tourisme, d'autre part par le SIAP. Le SIAP, c'est rue Saint-Réal. Alors, cela, c'est plutôt réservé aux scolaires. Et bénévolement, puisqu'on a toujours été bénévole aux Amis du Vieux-Chambéry, on se propose aussi de faire des visites. Alors, à la demande, on fait également des visites, comme on le fait, par exemple, pour les Journées du patrimoine. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il est prévu pour les Journées du patrimoine une ouverture sur les 2 jours. Chaque année, ça fait des années. Mais chaque année, c'est plus de 500 personnes et on refuse du monde chaque année. Je crois que personne ne peut s'imaginer ce que représentent les abris dans la population et le côté émotionnel. Je le dis toujours, le côté émotionnel, et je reviens toujours lorsqu'on a des familles qui visitent, il y a beaucoup d'enfants qui viennent visiter les abris de plusieurs générations, et très souvent, nous avons les gens qui ressortent avec les larmes aux yeux. Et ça nous marque à chaque fois. Les gens qui ont vécu, bien sûr, alors il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais enfin, ceux qui avaient 7-8 ans, et c'est des gens qui ont 88, bien 90 ans, qui disent « j'étais là le jour du bombardement ». Et on voit cette émotion, et les petits-enfants, arrière-petits-enfants qui ont écouté ces grands-parents raconter ça, ils sont dans l'abri avec les grands-parents, et ils disent « mais vous avez vécu ça ». Voilà. Dans les conditions de vie de l'époque, il y a 80 ans, parce que ça veut dire avec des communautés des commodités qui étaient quasiment inexistantes, je suppose. L'eau courante, est-ce qu'il y avait de l'eau quand même? Alors, les abris étaient quand même équipés. D'accord. Alors, on passait environ 1 heure de temps dans les abris. Vous aviez d'abord un chef d'abri, naturellement, il fallait faire la police, même plusieurs. Vous aviez un poste de secours qui était tenu par la Croix-Rouge. Vous aviez des sanitaires très rudimentaires, également un point d'eau, puisqu'il y avait un poste de secours. Bon, mais il y avait, et puis des bancs, naturellement, les gens ne restaient pas debout. On restait, je vous dis, environ
1 heure de temps dans un abri plutôt froid et humide. C'était quand même pas très confortable. Donc vous m'expliquez donc une alerte, les habitants venaient dans l'abri, ensuite fin de l'alerte, ils ressortaient de l'abri pour parfois revenir dans la même nuit, puisqu'une autre alerte pouvait avoir lieu. À Chambéry, il y a eu beaucoup plus d'alertes de nuit que d'alertes de jour. Pourquoi ? Parce que on était en train de préparer le débarquement. Et les Alliés allaient bombarder Turin et Milan. C'était les usines Fiat qui travaillaient pour les Allemands. Donc il fallait anéantir ces usines. Et il y avait toutes ces escadrilles qui passaient la nuit sur Chambéry pour aller bombarder de l'autre côté des Alpes. Et à chaque fois, ça déclenchait une alerte. Alors par exemple, on prend l'exemple, minuit, les sirènes sonnaient. On s'imagine, les familles, quand vous avez des enfants en bas âge, qu'il fallait partir aux abris avec des enfants pliés dans une couverture, passer 1 heure de temps, revenir chez soi, se recoucher, seconde alerte, il fallait repartir. On comprend qu'à force, malheureusement, c'est ce qui s'est passé le 26 mai 44, les gens partaient de moins en moins dans les abris. Voilà. Avec aussi des conditions qui sont rudes, notamment l'hiver, parce que nous sommes en Savoie avec des hivers relativement rugueux, donc on s'imagine partir, tout quitter en pleine nuit, s'habiller, prendre du temps. Tout à fait. Ça devait vraiment être des conditions. C'était des moments très pénibles. Et là, vous savez, on a recueilli énormément de témoignages des gens qui ont vécu cette période et qui disaient que les alertes de nuit étaient les plus angoissantes. Quand vous étiez là et on entendait ces escadrilles, leur enrôlement était quand même très fort. Les avions étaient très hauts. N'oublions pas que Chambéry était bombardé à 6000 mètres d'altitude, 6000 mètres. Et on entendait ce vrombissement dans cette nuit noire, puisque naturellement, il y avait le couvre-feu, il n'y avait pas une lumière. Dès que l'alerte sonnait, on coupait l'électricité sur toute la ville. Donc c'est des gens qui partaient avec une lampe de poche dans les abris. Imaginez une ville plongée dans le noir et puis ces bombardiers qui vous passent sur la tête. Faut se remettre dans l'ambiance. Incroyable. On va procéder à la deuxième pause musicale, Jean-Pierre. On est en train de boire les paroles de ton invité Jacques Viou, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, et on l'écouterait des heures et des heures. Et est-ce que tu as vu la belle transition ? Parce que après la pause musicale, nous allons parler un peu plus longuement du bombardement de Chambéry, de ses compétences, du 26 mai 1944. Petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes. Eh ben c'est très bien, Julien, c'est toi le patron, on y va. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Bienvenue à Radio Grand Lac. Donc en compagnie tu es toujours là, Julien. Toujours là, toujours présent, toujours debout, comme dirait Renaud. Toujours vivant, toujours debout. Voilà, toujours la banane. Donc avec bien sûr mon complice Jean-Pierre et Jacques Viou, vice-président des Amis du Vieux Chambéry, qui vient nous parler de l'association, qui nous a parlé donc des actions des Amis du Vieux Chambéry dans cette première partie. Deuxième partie, nous sommes attardés un peu sur les abris antiaériens pour venir dans cette troisième partie sur un événement malheureux, douloureux pour les habitants de Chambéry, mais au-delà même, puisque nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu des familles qui ont subi le fameux bombardement du 26 mai 1944, dont nous avons commémoré les 80 ans il y a quelques jours. Donc nous allons parler en antenne, parce que c'est vrai que c'est une période qui est très passionnante, donc nous allons revenir sur cette fin de matinée du 26 mai 1944. Que s'est-il passé ? Jacques Viou, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, donc, parce qu'on parlait en plus de choses que j'ignorais, c'est comment, on va commencer par le commencement, comment les habitants s'attendaient à un bombardement ou à une passage d'avion. La première chose, voilà. Alors, tout d'abord, n'oublions pas que ce 26 mai 1944, il est 6 heures du matin. À Foggia, dans le sud de l'Italie, 900 bombardiers sont sur le point de décoller. À 6h15, on remet au chef d'escadrille une enveloppe scellée où il y a l'ordre de mission. On décachette les enveloppes. Une enveloppe, bombardement de Nice. L'autre enveloppe, bombardement de Grenoble. L'autre enveloppe, bombardement de Lyon. Une enveloppe, bombardement de Saint-Étienne. Et il reste une enveloppe, bombardement de la gare de Chambéry. Alors pourquoi voulait-on bombarder, que les Alliés voulaient bombarder Chambéry ? Eh bien tout simplement, on préparait ce que l'on a célébré il y a quelques jours, l'opération Overlord. On préparait le débarquement en Normandie. Et les Allemands, ne l'oublions pas, étaient dans le nord de l'Italie. Et il fallait absolument anéantir tous les centres ferroviaires pour empêcher justement ces troupes allemandes, au moment du débarquement, de quitter l'Italie, de traverser la France pour aller sur les plages normandes. Donc, toute la région sud-est a été bombardée. N'oublions pas que la veille de Chambéry, il y a eu Ambérieu-en-Bougeais qui a été complètement anéanti, la gare d'Ambérieu, tous les gros nœuds ferroviaires. Et naturellement, le 26 mai, le lendemain, c'était le tour de Chambéry. Vous nous parliez tout à l'heure d'alerte nocturne.
Et pourtant, le bombardement de Chambéry aura lieu en pleine journée, parce que c'était un peu avant midi. Alors, il y avait bien sûr des alertes diurnes et nocturnes. Je disais, Chambéry avait des alertes nocturnes un peu plus fréquentes, car justement, ces bombardements alliés partaient bombarder les usines Fiat à Turin et à Milan. Et naturellement, ça se faisait de nuit. C'est pour ça que Chambéry a eu plus d'alertes nocturnes que diurnes. Mais il y avait naturellement les alertes diurnes, ce qui s'est produit d'ailleurs le 26 mai 1944. Hein. Et vous nous expliquez que la multiplication de ces alertes n'ont en fait pas aidé, puisque le jour du vrai bombardement, le 26 mai, on va dire que les habitants étaient habitués. Voilà. Ils n'y croyaient plus. Ils n'y croyaient plus, c'est un peu lorsqu'on crie au loup. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais quand même, le jour du bombardement, vous nous expliquez que l'ensemble des abris antiaériens ont été réquisitionnés. Ça représentait combien de personnes au total ? Chambéry, à l'époque, était une ville qui comptait entre 25 000, près de 30 000 habitants. Et on pouvait déjà offrir 12 000 places d'abri, ce qui était énorme pour une petite ville comme Chambéry. Hein. Ça s'est passé un vendredi matin. Les sirènes ont sonné à 9h48. Un vendredi matin, les élèves sont dans les écoles. Bien sûr. Heureusement, car lorsqu'on a la liste des victimes, on a relativement peu d'enfants. Les enfants étaient dans les écoles. Et naturellement, quand on était à l'école, on allait dans les abris. Hein. Oui. Malheureusement, les Chambériens étaient tellement habitués à ces alertes qui étaient de plus en plus fréquentes. Ce jour-là, il faisait un temps merveilleux, le soleil brillait, il faisait beau. Beaucoup de Chambériens sont descendus dans les rues. Et surtout que les avions ont commencé à passer à 10h15. Des escadrilles composées de 35 à 40 appareils. D'accord. Alors on voyait ces escadrilles qui passaient sur Chambéry, qui partaient en direction de Lyon. Et qu'est-ce que, pour beaucoup de personnes, on était là, le nez en l'air, on regardait passer les avions. Et ça durait une demi-heure. Malheureusement, à 10h43, les deux dernières escadrilles ont fait un demi-tour sur Chambéry, sont allés se positionner dans l'axe de la dent de Corbelet. Oui. À ce moment-là, des carlingues, on a vu des rubans d'aluminium brillant dans le ciel. Ça s'appelle des Windows. Ça avait pour but de brouiller d'éventuels radars. Il n'y a jamais eu de radar à Chambéry. On a vu, beaucoup de gens se sont demandé qu'est-ce que c'était ces espèces de rubans qui brillaient. Quelques secondes plus tard, l'avion de tête a lancé une fusée verte. C'était le signe du largage des bombes. Alors, naturellement, vous savez, Chambéry, pourquoi Chambéry a été bombardé dans son centre-ville? Malheureusement, il y a eu 2 escadrilles. Car il y a cette idée reçue depuis 80 ans. Vous avez toujours entendu dire, les Américains ont raté la gare, ils ont bombardé la ville. C'est totalement faux. Il y a eu la première escadrille de 41 avions qui est arrivée, le point à bombarder, c'était la Rotonde. Cette première escadrille a tout à fait tapé sur le quartier de la gare. 3 bombes ont traversé la Rotonde, 48 machines ont été pulvérisées, 600 mètres de voies ferrées complètement anéanties, tous les bâtiments autour de la gare ont été démolis, donc la gare de Chambéry a bien été touchée. Mais malheureusement pour nous, 30 secondes plus tard est arrivée la seconde vague composée de 31 avions. Entre-temps, les fumées du premier bombardement s'étaient élevées, avaient recouvert la ville des avions qui volaient à 6000 mètres. Ouais. Lorsque la seconde vague est arrivée, plus aucun point de repère. Et lorsqu'on a donné l'ordre de larguer les bombes malheureusement sont tombées sur le cœur de ville. Et vous m'expliquiez en chemin que nous n'avons jamais trop pu savoir le nombre de victimes du bombardement. Alors, moi j'ai toujours entendu 200, mais c'est toujours environ. C'est vrai que nous n'avons pas d'estimation très précise. Effectivement, on a eu les premières victimes. Par exemple, le 29 mai, sur la place de la cathédrale, il y a eu les premières funérailles, les funérailles officielles. 72 cercueils sont alignés. C'était les gens, les victimes que l'on avait dégagées dans les premières heures du bombardement. Mais vous rajoutez à ça tous ceux qui sont morts 8 jours, 15 jours, un mois des suites de leurs blessures. Rajoutez à ça les inconnus quand on pense qu'il y avait un car qui arrivait de Grenoble, des gens qu'on a débarqués sur la place de la gare au moment où il y a eu le bombardement. Ces gens ont été pulvérisés. C'était des inconnus. On n'a jamais su qui c'était. Et puis, à Chambéry, vous avez un très grand point d'interrogation. Ce sont les soldats allemands. Imaginez que les bombes sont tombées sur la commandanture. Aujourd'hui, il y a la police municipale. C'est le duc de Savoie. C'est le bâtiment où il y a la police municipale. Les soldats sont tués à cet endroit-là. En plus, ils étaient en train d'embarquer dans un convoi militaire à la gare. Des soldats allemands sont tués là. Et que sont-ils devenus? Le seul document officiel que nous ayons, c'est une commande de 50 cercueils qui a été faite à la préfecture. Et on a un témoignage d'une personne ayant vu une vingtaine de corps de soldats allemands flottant sur la Lesse. Et après ça, on ne sait absolument pas où ces corps de soldats sont passés.
Et vous m'expliquez également que nous avions Robert Badinter qui a été un peu réquisitionné, c'est ça, pour participer à la recherche des victimes. Robert Badinter, quelques mois avant sa mort, est bouleversant. Ce garçon a 16 ans, il est à Cognac. Oui. Il est en train de préparer le baccalauréat. N'oublions pas que les premières bombes sont tombées à Cognac, au château de Villeneuve. Il raconte avec sa mère, il sort de la maison, la fameuse maison Badinter, là, qui est devenue célèbre maintenant, puisque la rue maintenant porte son nom. Avec sa mère, il voit les bombes tomber et à la télévision, il disait « J'ai vu Chambéry brûler ». Ils avaient 16 ans, nous avons été réquisitionnés, nous les jeunes lycéens, pour sortir les cadavres et les blessés. Lorsque l'on n'a pas vu ça, on ne sait pas ce qu'est la guerre. C'était les paroles de Robert Badinter quelques mois, quelques semaines même avant de mourir. C'est un garçon qui était marqué à jamais par le bombardement de Chambéry. Bien sûr. Merci. Et il y a un épisode que je voudrais que vous nous racontiez, c'est comment s'organiser la défense passive. C'est vrai qu'on peut avoir des idées reçues sur cette défense passive que les personnes passionnées d'histoire connaissent au moins de nom, mais si on peut revenir un peu dessus, sur son utilité, Bien et sûr. sur comment vivait-on sous les bombardements à Chambéry. Alors, la défense passive... Sous les alertes de bombardement. Sous les alertes. La défense passive est créée en France en 1935. Car déjà, en 1935, on s'imaginait plus ou moins qu'un jour ou l'autre, on aurait un conflit qui reviendrait. Alors, la défense passive, ce sont des Français. Des Français qui, bénévolement, naturellement, se mettent au service des autres. La défense passive, ça porte bien son nom. On n'est pas là pour se bagarrer, c'est pour défendre et protéger les gens. Alors, des bombardements, vous aviez d'abord les chefs d'abri. Dans tous les abris, il y avait plusieurs chefs d'abri. Il fallait quand même faire la police, faire entrer les gens, ce qui n'était pas toujours facile. Mon grand-père me racontait, il avait été convoqué pour être chef d'abri, et il me disait qu'il fallait se bagarrer avec les gens qui souvent n'avaient pas, en pleine journée, n'avaient pas du tout envie de rentrer dans les abris. Il fallait vraiment avoir beaucoup de persuasion. Donc en fait, il fallait inciter les gens à venir se protéger. Il y avait les gens, et puis vous étiez, par exemple, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On parlera de ceux qui ont sacrifié leur vie. La défense passive sur les boulevards, les 2 chefs d'abri ont été foudroyés à l'entrée de l'abri. Ils incitaient les derniers retardataires à entrer, ils ont été foudroyés, ils ont été tués, victimes de leur devoir. Donc ce sont des gens qui étaient là bénévolement, et cette défense passive avait plusieurs, d'abord les postes de secours, vous aviez, d'une part la Croix-Rouge française, et puis la défense passive, vous aviez des grands postes de secours, par exemple l'école Saint-Ambroise à Chambéry, c'était le plus grand poste de secours de la ville, et déjà avec une unité de décontamination qui était quelque chose déjà de révolutionnaire à l'époque. Donc ils s'occupaient et des secours, et puis de l'organisation de l'ensemble du secours. Et puis ils avaient une autre fonction, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait bien sûr le couvre-feu à 9h, et à l'époque on ne devait voir aucune lumière passer à travers les fenêtres. Et le soir, la défense passive passait dans les rues, et si on voyait de la lumière à un bâtiment, on avait droit à un grand coup de sifflet qui voulait dire éteignez vos lumières ou calfeutrez vos fenêtres. Par mesure de sécurité. De sécurité, il fallait que les avions n'aient aucun repère, qu'on ne voit pas. Et en plus des abris anti-aériens, donc pour protéger la population, ce fameux 26 mai 1944, il y avait également des tranchées, c'est ça, des tranchées anti-aériennes. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Les tranchées, ce sont des abris. Il faut bien préciser, c'était très important à Chambéry. Ils partaient du théâtre Charles Dulin, tout le long du boulevard du Théâtre, boulevard de la Colonne, boulevard du Musée, le Vernet, avenue du Comte-Vert, la gare. C'était très important. Ces tranchées étaient faites seulement pour protéger du souffle des bombes et de la chute des immeubles. Et malheureusement, la catastrophe va se passer sur les boulevards. Les gens sont dans l'abri. Ces abris ne sont pas faits pour recevoir un choc direct. Les bombes vont tomber au milieu des boulevards, en face de la caisse d'épargne. Les gens seront écrasés à l'intérieur de l'abri. Et ce sont des tranchées qui sont couvertes. Alors, ce sont des tranchées, ce sont des grands couloirs en chicane. D'accord. Pourquoi des chicanes? C'était pour couper le souffle des bombes, mais très faiblement enterrées. Elles sont juste elles existent encore aujourd'hui. On les voit encore quand on fait des travaux, on les voit encore. Donc, il y avait quelques centimètres qui les protégeaient. Je vous dis, c'était simplement pour protéger du souffle des bombes. Des tranchées un peu type Première Guerre mondiale, en fait. Alors, tout à fait. Alors, bétonnées, disons un couloir de béton de 2,80 m de large, vous voyez,
foyer, pas très haut, qui servait simplement, vous étiez dans la rue, vous étiez pris par une alerte, on se mettait là. C'est un dépannage. Avec ce que vous nous décrivez, c'est en fait Chambéry, c'était un peu une ville tranchée. Parce que ça, alors Chambéry, Chambéry, effectivement, était très doté parce que chaque quartier un peu avait son abri. D'abord, les écoles avaient leurs abris répertoriés. N'oublions pas que les écoles, les lycées avaient leurs abris propres. Les tranchées abris, ce qui a sauvé d'ailleurs tout le lycée de filles. Vous savez que les bombes sont tombées sur le lycée de filles. Les enfants ont été ensevelis, mais les tranchées ont tenu bon. Et il n'y a eu aucun enfant qui a été tué au lycée de filles. Il y a eu quand même 3 morts. C'est les cuisinières et puis l'intendante, elles qui ont été tuées. Mais en cas de bombardement, est-ce qu'il y avait tout le monde pouvait y accéder ou il y avait une priorité pour les femmes, les enfants? C'était ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de priorité. Vous savez, quand les sirènes sonnent, on ne faisait pas le tri. D'accord, donc chacun. Oui, c'était ouvert vraiment à tout le monde. Il y a eu un tri entre parenthèses. Je vous disais tout à l'heure, c'était le jour du brevet, le 26 mai 44. Vous aviez les élèves qui étaient là sur leurs copies. Les sirènes sonnent, naturellement, on lâche les copies. Et ces garçons qui avaient 16 ans, à l'époque, c'était l'école professionnelle. Aujourd'hui, c'est la maison des associations. Oui. Qu'est-ce que font ces garçons? Ils partent naturellement en direction du clos Savoie-Roux, il y a l'abri, et là, devant la porte de l'abri, le chef d'abri leur dit, non, l'abri est déjà rempli avec les filles de Sainte-Geneviève, vous les garçons, vous allez sur les monts. Et ces garçons vont monter à la chapelle du Calvaire. Ils étaient loin de se douter que là-haut, à la chapelle du Calvaire, ils allaient peut-être risquer leur vie puisque les bombes sont tombées tout autour de la chapelle du Calvaire. Et on a le témoignage de celui qui plus tard sera le commandant des sapeurs-pompiers de Chambéry, le regretté René Boquin, qui avait 16 ans. Il raconte, nous étions là, allongés sur le sol. Chaque fois qu'une bombe tombait, nos corps étaient expulsés et retombaient lourdement. Ce sont des témoignages de ces garçons qui ont vu en direct le bombardement de Chambéry. Et vous m'expliquez qu'il y a un peu une relique, c'est-à-dire une bombe qui n'a pas explosé, qui est encore visible à Chambéry. L'histoire des bombes. Alors, on a eu plusieurs bombes, vous savez, qui n'ont pas explosé. Toutes les bombes n'explosaient pas. Et puis, elles explosaient différemment. Vous savez, il y avait un réglage différent des bombes. C'est pour ça qu'à Chambéry, vous avez des immeubles où il n'y a eu que le toit qui a été touché, et puis d'autres immeubles qui ont été éventrés. À Chambéry, plusieurs bombes ont été, qui n'ont pas explosé. On les a désamorcées. Et si un jour vous allez visiter la rotonde, là-bas, à la SNCF, vous verrez devant un petit monument, il y a la seule bombe qui nous reste. Et en 2017, on a retrouvé justement à les mains dans un chantier une bombe. Alors on aurait voulu la garder, elle était en très mauvais état. On l'a fait éclater là-bas dans une carrière au Tremblay. Et pour la petite histoire, les bombes désamorcées de Chambéry ont été immergées dans le lac du Bourget à Bourdeau. Et nos sapeurs-pompiers, lorsqu'ils faisaient leurs exercices de plongée, allaient rendre visite aux bombes qui se trouvent là-bas à Bourdeau. Parfait. Dernière pause musicale. Super, c'est incroyable, super intéressant, une conférence en direct sur Radio Grand Lac pour parler de cet événement du 26 mai 1944, il y a 80 ans et quelques jours, où Chambéry avait été meurtri. Dernière pause. Allez. Dis donc, mais Julien, aujourd'hui, t'es très militaire. Impeccable. J'ai pas mangé, c'est pas ça. Allez, dernière pause et on a hâte déjà de revenir en direct dans les Chroniques de Savoie. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Mon cher Julien, nous sommes de retour pour cette dernière partie d'une émission qui est passionnante. Et qui est passée à une allure, c'est incroyable. Tellement ça a été passionnant. On la refera celle-là parce que vraiment tu as un invité de choix. Complètement. Et on boit ses paroles, c'est super. Je voudrais simplement qu'on salue monsieur le maire de Bourdeau, puisqu'on a parlé de sa commune. Jean-Marc Drivet, on le salue, qui nous écoute, vice-président de Grand Lac, et donc voilà, on lui dit un très grand merci pour son écoute et sa fidélité. Merci à Jean-Marc. Pour cette... Tu dois le connaître, toi. Oui, bien sûr, complètement, tout à fait. Pour cette dernière partie, nous allons parler un peu de l'actualité des Amis du Vieux Chambéry. Comment fait-on? On va commencer par le commencement. Comment fait-on pour adhérer aux Amis du Vieux Chambéry? Alors c'est vraiment très simple. Soit vous venez nous voir à notre permanence, il se trouve 1 rue des Nonnes à Chambéry. Alors c'est très facile à trouver, au bout de la place Saint-Léger, à l'angle de la rue Croix-d'Or. Donc là, on est ouvert pratiquement tous les jours. Vous savez, c'est une des rares associations qui tous les jours est ouverte. Voilà. Alors on reçoit beaucoup de monde, donc on vient
bien, ou alors par Internet. Hein. Nous avons un site, naturellement, comme tout le monde maintenant. Vous tapez Amis du Vieux-Chambéry, vous avez toutes nos activités, nos projets, tout est sur un site. Vous pouvez vous inscrire à ce moment-là. Sur vos activités, donc bien sûr, Journée du patrimoine avec visite des abris anti-aériens, nous en avons parlé tout à l'heure, mais également un cycle de conférences et de sorties. Si vous pouvez nous en dire un petit mot, si vous voulez nous parler de celles qui vont se dérouler et puis de celles passées, comme vous le souhaitez. Alors, donc, ça fait plus de 60 ans, 70 ans bientôt que les Amis du Vieux-Chambéry proposent des cycles de conférences pendant l'hiver. Hein. Ces conférences ont lieu donc à l'amphithéâtre rue Marcos, hein, de la Savoie de l'université. Voilà, oui, c'est l'université Savoie-Mont-Blanc de voilà, Jacob. Tout à fait. Et donc c'est le samedi après-midi à 17h. Alors, on veut absolument pouvoir toucher un grand nombre, parce que les Amis du Vieux-Chambéry, c'est un panel très large. Hein. Ce ne sont pas que des intellectuels, des gens très cultivés, non. À l'époque, ça avait une très belle destination, une association populaire au sens noble du terme. C'est-à-dire, on accueille des gens, mais vraiment d'horizon, de tendance, c'est très très large. Hein. Alors, tout le monde s'y sent bien, et lorsqu'on vous présente nos conférences, on présente un panel qui s'intéresse à tout le monde. Alors, les conférences typiquement historiques, les conférences un petit peu sur, par exemple, les grandes industries de la région, des sujets d'actualité. Donc, chacun y trouve quelque chose. Voilà. Et je crois d'ailleurs que dans la saison qui est en cours, vous aurez un conférencier de marque qui va venir. Le conférencier de marque, je l'ai en face de moi aujourd'hui. Hein. Je fais ma promo. Voilà, ça c'est très bien. Je n'y pensais pas, mais on va quand même en parler. Oui, parce que je devais la faire au mois de février dernier, mais je me suis bloqué le dos, donc je l'ai pas fait. Donc elle est reportée à la saison prochaine. Julien. Oui. Pour parler d'un sujet qui m'est cher, c'est l'occupation de la Savoie. Oui, un sujet qui a marqué l'histoire de Savoie. Tout à fait. Bien sûr. Hein. L'occupation de la Savoie par la France. Parce que la Savoie a été occupée à plusieurs reprises. Hein, on croit toujours, non, avant 1860, on a été occupé plusieurs fois. C'est ça. Donc cette année, on espère vous avoir, bien sûr. Le dos me laissera tranquille, j'en suis persuadé. Et vous effectuez également des sorties. Et voilà, oui, bien hier, nous étions à Brou, l'abbaye royale de Brou. On a eu une journée magnifique, en plus il faisait beau, avec une guide conférencière extraordinaire. Et puis là, on baignait en pleine histoire de Savoie. D'abord, on est sur des terres savoyardes. Jusqu'en 1601, le département de l'Ain, c'était la Savoie. Donc ça a été vraiment... Paris. Pardon. C'était le traité de Paris. Ou le traité de Lyon. De Cambrai. La paix des dames entre Louise de Savoie, la mère de François Ier. N'oublions pas que notre François Ier était quand même savoyard par sa mère. Bien sûr. C'est pour ça qu'il s'est permis de venir occuper la Savoie en disant que je suis un peu chez moi. C'est une des explications d'ailleurs. C'est une des explications. Et puis Marguerite d'Autriche, la paix des dames. Bien sûr. Très célèbre. Alors on a déjà fait plusieurs excursions. Par exemple, au mois de septembre, nous irons 2 jours à Besançon. Besançon est une ville très riche. Le mois dernier, on est allé visiter les mines de la Mure, très intéressant. Hein. Et puis, on fait des conférences décentralisées sur le terrain qui sont aussi passionnantes. Donc, c'est un peu notre but. Et puis, cette année, naturellement, 80e anniversaire de la Libération. Nous sommes partie prenante pour toutes les manifestations qui vont avoir lieu le 22 août à Chambéry, bien sûr. Pour la libération de Chambéry. Pour la libération de Chambéry. Et également la commémoration des malheureux qui ont été fusillés sur le site des Charmettes. Donc, les Amis du Vieux-Chambéry, on pense assurer justement l'évocation de ce drame qui s'est passé la veille de la libération de Chambéry, où on a pris ces 18 personnes à la caserne curiale prisonnière. Alors, naturellement, l'occupant a fait son choix, et devinez lequel. En priorité, naturellement, on a pris les Juifs, puis des membres du Parti communiste. On les a emmenés aux Charmettes, fusillés aux Charmettes. Et là, on peut dire quelque chose de miraculeux s'est passé. Parmi ces 18, un était dans le peloton d'exécution. Il a été touché. Il a fait le mort. Et les Allemands avaient oublié de prendre leurs pelles et leurs pioches pour enterrer les cadavres. Ils sont repartis à la caserne curiale. Cet homme blessé gravement a pu se remettre sur ses pieds. Et à ce moment-là, il a été récupéré, sauvé. Et cet homme, nous l'avons reçu dans les années 80. Il a fait un témoignage bouleversant puisqu'il a été fusillé avec son père. Quand il a vu son père tomber sur lui, vous imaginez, être sous des cadavres et faire le mort. Et il est passé encore à travers le coup de grâce. Le coup de grâce est passé à côté de lui. C'est quand même quelque chose que... Parfois, la vie tient un peu de choses. La vie tient un peu de choses. Et vous m'expliquiez que cette
personne donc a été sauvée, Ouais. que la Gestapo l'a recherché. L'a recherché. Un fermier des Charmettes l'a mis sur sa brouette, l'a emmené chez les Sœurs Saint-Joseph à Jacobel-Combette. Les Sœurs Saint-Joseph ont téléphoné à 2 médecins chambériens. On a pansé rapidement ses plaies. On l'a descendu à l'hôpital de Chambéry. Là, à ce moment-là, les Allemands, voyant qu'il leur manquait un corps, se rendent aux urgences et la religieuse qui était la responsable des urgences refuse de donner le registre d'entrée des urgences. Elle tient tête à l'officier allemand. C'est le moment de la libération. Il faut quand même quitter Chambéry. Les Allemands partent et pour la deuxième fois, cet homme est sauvé. Ça relève du miracle. Incroyable. Bravo. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, on arrive à la dis donc, fin de notre tu as émission. encore le temps, hein. Ah ben, il reste 1 minute. Mais Alors, il reste- on va meubler pendant 1 minute. Alors, Non, mais alors, merci beaucoup, Jacques Viou. Merci beaucoup. Le plaisir de vice-président. revenir vous voir. C'est Mais très vous- sympathique. vous eh ben, viendrez eh quand ben, vous vous reviendrez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a plein d'autres sujets à évoquer avec vous sur Chambéry, sur l'histoire de notre territoire, de notre département. Julien, la prochaine fois, c'est quand? Parce que maintenant, Le on sait premier plus trop. vendredi. C'est dans un Non, an, c'est non. dans 3 mois. Le premier vendredi du mois de juillet, donc je vais oublier la date. Ça doit être le 5 juillet non Eh ben non, ce sera pas le 5, ce sera le 12. Le 12, voilà, oui. tout à fait. Donc, si Alors, tu veux. Ce sera le deuxième aussi, ce sera le 12. Eh ben, le 12 juillet, et on parlera de... alors, faut qu'on vérifie, parce que je crois que je pars en vacances. Encore? Bon, écoutez, on vous dira N'oubliez ça pas d'aller sur les- voter quand même. hein, Bien sûr, non, mais je vous redirai, mais normalement, nous parlerons de Napoléon et la Savoie. Napoléon III. Napoléon III. Napoléon III. Bien Napoléon sûr. III. Beaucoup de choses à dire là. Tout à fait. On avait Merci. déjà fait une émission sur Napoléon Ier et la Ouais. Savoie, et donc là on va parler de Napoléon III, donc Oui, alors, l'empereur, et puis sur toutes ses attaches aixoises aussi. oui. Bien sûr. Merci encore, Merci, Viou, Jacques. vice-président de l'association des amis du vieux Chambéry et pas des vieux amis de Chambéry. Et voilà, vous savez que le studio, que ce soit avec Julien ou avec d'autres, vous êtes toujours ouvert pour apprendre encore et puis pour vous écouter, c'est un réel bonheur. Puis merci C'est à très tous. gentil. Merci. À très et puis bientôt. bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.